Continuons donc cette réflexion sur les formes de l'égalité, le sens que prend le concept d'égalité dans la politique socialiste chinoise, et je vous propose, pour y voir un peu plus clair, de faire un détour par le concept de ligne de masse, concept maoïste, concept hérité de Mao Zedong, de ligne de masse, Qunzhong Luxian en chinois. Il s'agit d'astreindre la classe politique des élus à partager et à défendre le mode de vie et les préoccupations du peuple. Xi Jinping le soutient chaque fois qu'il reprend cette formule concise du Daxue, la grande étude, qui vaut pour une pétition d'égalité. Je cite le Daxue que cite donc Xi Jinping: aimer ce que le peuple aime, haïr ce que le peuple est. Mingzhi suo hao, hao zhi. Mingzhi suo zhi. L'égalité désigne alors l'intimité, la communauté de destin et d'intérêt. La ligne de masse doit empêcher la lutte des castes. Et puisque j'ai l'habitude de convoquer Spinoza pour essayer d'y voir un peu plus clair, de comprendre un peu mieux ce que signifie la politique chinoise, je reprendrai cette hypothèse dans une perspective spinoziste que m'a suggéré Laurent Bove. Je le cite: Spinoza, après Machiavel, auquel le traité politique rend explicitement hommage, est le premier philosophe, avant Marx, à ne pas écrire une nouvelle Weltanschauung politique privée, c'est-à-dire une nouvelle conception du monde politique privé, contre le mouvement réel des masses, mais à inscrire sa réflexion dans le mouvement même de l'affirmation absolue de l'existence de la multitudinis potentia, c'est-à-dire de la puissance de la multitude. Fin de citation. Vous trouvez ce propos de Laurent Bove dans l'introduction au traité politique en livre de poche 2002, page 9. On ira voir aussi chez le même auteur la stratégie du conatus, affirmation et résistance chez Spinoza, chez Vrin en 1996. Alors, si vous suivez le fil ordinaire de ces émissions sur la Chine, vous voyez très bien où je veux en venir. Les privilèges des élus, des élites, sont en Chine plus strictement condamnés, ainsi que tous les vices qui trahissent une aspiration au luxe et à l'hédonisme, parce qu'ils sont éloignés du style de vie du peuple travailleur qui, en Chine, est la norme, la référence, le point de départ, si vous voulez, de la réflexion politique. La distinction est toutefois discutable, car il a pu sembler à Tocqueville que, je le cite, dès l'origine, le principe de la souveraineté du peuple était le principe générateur de la plupart des colonies anglaises d'Amérique. C'est ce que disait Tocqueville au premier tome de la démocratie en Amérique. Tocqueville ajoutait même que c'est réellement le peuple qui dirige, et quoique la forme du gouvernement soit représentative, il est évident que les opinions, les préjugés, les intérêts et même les passions du peuple ne peuvent trouver d'obstacles durables qui les empêchent de se produire dans la direction journalière de la société. Fin de citation, toujours dans le premier tome de la démocratie en Amérique. La démocratie américaine aurait donc été également fondée sur une souveraineté réelle du peuple, selon Tocqueville, qui obligeait les élites à prendre en compte ses opinions dans la détermination de l'intérêt général. C'est le règne de l'opinion qui maintient en Amérique les élites américaines et le peuple dans un certain rapport d'égalité. Mais si les inégalités demeurent, c'est parce que, citons encore Tocqueville, l'aristocratie que fonde le négoce ne se fixe presque jamais au milieu de la population industrielle qu'elle dirige. Son but n'est pas de gouverner celle-ci, mais de s'en servir. Fin de citation. Et Tocqueville s'émouvait ou s'émeut de sa dureté. L'aristocratie manufacturière, écrit-il, que nous voyons s'élever sous nos yeux, est une des plus dures qui ait paru sur la terre, disait-il dans le deuxième tome de la démocratie en Amérique, à la page 142. Tocqueville s'émeut, ou pour le dire autrement, cette aristocratie industrielle
Cette bourgeoisie, si l'on veut, ne gouverne pas dans l'intérêt du peuple. Elle lui donne seulement les moyens de choisir par qui elle sera gouvernée. Une démocratie électorale donc, mais non pas sociale. Voilà ce qu'est la démocratie américaine, car les riches aiment mieux abandonner la lice que d'y soutenir une lutte souvent inégale contre les plus pauvres de leurs concitoyens. Ne pouvant pas prendre dans la vie publique un rang analogue à celui qu'ils occupent dans la vie privée, ils abandonnent la première pour se consacrer à la seconde. Ils forment, au milieu de l'État, comme une société particulière qui a ses goûts et ses jouissances à part. Fin de citation, toujours dans la démocratie en Amérique, et cette fois-ci dans le tome 2 à la page 183, la démocratie pour Tocqueville, la démocratie américaine repose sur une fracture sociale. Et cette fracture est structurante. Elle est assumée comme structurante. Là, je trouve que cette référence à Tocqueville est très intéressante parce qu'elle permet de mieux comprendre comment cela fonctionne en Chine. Par contraste, justement, la démocratie socialiste à la chinoise repose sur une interprétation tout à fait différente de l'égalité entre les citoyens. Le système électoral n'y joue qu'un rôle accessoire, secondaire, mais les inégalités y font l'objet d'une attention particulière. Elles n'y semblent tolérables qu'à condition d'évoluer de façon significative vers une diminution de taux de pauvreté, évalué selon les standards internationaux, je renvoie à Oxfam, contrairement à l'illusion d'une réduction de la pauvreté dans les pays gérés par les principes de l'économie néoclassique. Et là, on pourrait peut-être faire une petite parenthèse pour renvoyer à la thèse de Gaël Giraud qui écrit, je le cite, « Toutes les formes de croissance ne contribuent pas à réduire la pauvreté ». Donc Gaël Giraud que j'invoque pour confirmer mon hypothèse. L'élément discriminant, continue Gaël Giraud, semble être la manière dont l'emploi est redirigé. S'il est affecté au secteur secondaire, comme en Chine, ou tertiaire formel, comme en Inde, alors la croissance du produit intérieur brut, le PIB, est le plus souvent couplée à une réduction de la pauvreté. Si, en revanche, cette dernière, je continue de citer Gaël Giraud, cette dernière s'accompagne d'un maintien de la main-d'œuvre dans le secteur primaire ou d'une migration vers le secteur informel à faible productivité, comme en Amérique latine, alors l'élasticité du nombre de pauvres par rapport à la croissance du PIB reste faible et la pauvreté continue de grandir quand bien même le pays afficherait des taux de croissance du PIB insolents. Voyez page 75 dans Le diagnostic et les solutions des économistes. Et sur le succès ou les raisons du succès économique de la Chine dans sa lutte contre la pauvreté, Gaël Giraud précise, je le cite, « Sans doute n'est-il pas inutile non plus de rappeler que la réduction de l'extrême pauvreté au cours des 30 dernières années résulte avant tout de la politique volontariste de la Chine et ne doit rien, ou presque, au consensus de Washington, c'est-à-dire au corpus de prescriptions d'inspiration néoclassique qui ont gouverné la gestion des crises de dette publique en Amérique latine ou en Grèce. Rigueur budgétaire, privatisation, libéralisation, etc. Voyez dans le même article, page 77. Xi Jinping ne manque aucune occasion de rappeler ses succès de la Chine dans sa lutte contre la pauvreté, nuançant le diagnostic partiel qui souligne, je cite, le déséquilibre des richesses, montrant que le récit de la nouvelle normalité économique camoufle l'émergence d'un système nettement en faveur de la classe capitaliste tout de même. Vous voyez dans la revue Perspective chinoise l'article de John Garrick et Yang Chang Bennett en 2018, page 106. Le coefficient de Gini, dégradé depuis 1978 par le développement inégal du littoral et de l'intérieur, reste à améliorer, Xi Jinping le reconnaît, mais la Chine socialiste se rapproche
je cite, « désormais à grands pas de l'achèvement d'une société de moyenne aisance prospère à tous égards ». Et Xi Jinping prend, je continue de le citer, « l'engagement solennel de sortir de la pauvreté d'ici 2020 tous les résidents ruraux vivant sous le seuil de pauvreté ». Fin de citation. Et on sait que cet objectif, qui était l'un des deux objectifs du rêve chinois, l'un des deux objectifs de centenaire, a été atteint alors qu'il devait l'être en 2021, atteint en septembre 2020, avec quelques mois d'avance. Promesse tenue, donc, puisque l'extrême pauvreté disparaît totalement non pas en septembre, mais en novembre 2020, le 23 novembre 2020, très exactement, soit quelques mois avant le calendrier fixé par la Chine, soit 10 ans avant les délais fixés par l'ONU, vous voyez dans le Figaro International du 31 décembre 2020. L'amélioration des conditions de vie des plus pauvres est conditionnée par l'implication pro-contributive des plus riches dans une œuvre collective, une politique collective selon une conception géométrique ou proportionnelle de l'égalité, garantie par une politique redistributive. Cette équité est l'objectif moral d'un effort collectivement partagé, guidé par le principe original d'une réforme structurelle du côté de l'offre. J'y reviendrai plus bas dans l'analyse de l'économie chinoise, de ces principes pratiques. L'application de ce principe, en tout cas, on peut le dire dès maintenant, dépasse l'attente d'un critère prosocial tel qu'il avait pu être développé par John Rawls dans Theory of Justice, dans sa théorie de la justice, et selon lequel une société est juste, rappelons-le, pourvu que la condition de vie des plus pauvres s'améliore corrélativement à celle des plus riches. Car, en l'occurrence, redisons-le et restons-en là pour aujourd'hui, l'extrême pauvreté a disparu en Chine sous Xi Jinping. Je vous propose de continuer dans une prochaine émission l'analyse de cette réflexion chinoise sur l'égalité et la manière dont elle concilie le rêve d'abondance avec la soif morale de justice, avec le sens communiste de la justice. Mais je n'en dis pas plus pour aujourd'hui, donc je vous souhaite en attendant une belle journée à tous. À très bientôt.